Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé de microéconomie et on va parler essentiellement donc de la fonction de demande globale et de l'élasticité de la demande. Il y aura à la fois une partie théorique, une partie cours et une partie bien sûr exercice corrigé. Vous avez l'énoncé donc en dessous de la vidéo en description, comme d'habitude, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'énoncé. Mettez sur pause si vous voulez d'abord vous imprégner par vous-même ou faire l'exercice par vous-même avant de regarder la correction qui va suivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit en gros qu'on est sur le marché du chocolat noir et on nous donne la fonction de demande globale. Donc on nous donne les unités, on nous dit que les quantités sont exprimées en tonnes et les prix en euros par kilogramme. Et donc la fonction de demande, QD égale moins 3P plus 20. Première question, déterminer la fonction de prix de la demande. Alors, la fonction de prix de la demande, qu'est-ce? Eh bien, c'est d'exprimer le prix comme une fonction des quantités. Autrement dit, le contraire de ça. Là, nous avons les quantités qui sont fonction du prix. Nous voulons le prix en fonction des quantités. Donc, on va partir de ça pour arriver à quelque chose de ce style-là. Donc, on va faire passer le 20 à gauche. Donc, on aura Q-20 égale moins 3P. On va diviser par moins 3 à gauche. Donc, on aura Q-20 sur moins 3 égale P. Donc, permettez-moi d'écrire le P à gauche. C'est pareil, hein. C'est juste que c'est plus lisible, c'est plus conventionnel. Alors, c'est pas très joli de laisser un moins 3 au dénominateur. Donc, on peut simplifier, on peut fractionner. Donc là, j'y vais doucement. Normalement, on aurait pu donner tout de suite la simplification, mais on va y aller doucement. Donc, on peut scinder en deux. On peut écrire, donc c'est Q sur moins 3, moins 20 sur moins 3. Oui. Mais quelque chose divisé par moins 3, ça revient à multiplier par moins 1 tiers. C'est pareil. Voilà. Donc, je peux écrire moins 1 tiers de Q. C'est la même chose. Moins, moins, donc les moins s'annulent, et donc on a plus 20 tiers. Voilà, et on va l'écrire P de D. Prix de la demande. Cette fonction est intéressante. Encadrez-la en rouge, surlignez-la, enfin faites tout ce que vous voulez parce que on va s'en servir dans l'exercice, vous allez voir. Bien. On vous demande de représenter graphiquement la fonction de demande dans un repère QP. Alors, un repère QP, bien sûr que je vais le faire en une taille plus grande, hein, j'explique juste. Un repère QP signifie simplement que vous devez mettre les quantités en abscisse et les prix en ordonnée. C'est comme ça, hein. Un repère QP, on met toujours l'abscisse et ensuite l'ordonnée. Et ça veut dire quoi? Lorsque, en mathématiques, si vous avez x, f de x, vous mettez x où? Vous le mettez là. Et les ordonnées, c'est quoi? C'est f de x. C'est pour ça qu'on vous dit que f est une fonction de x. L'ordonnée, enfin je le dis là, normalement vous le savez, hein, mais l'ordonnée est toujours une fonction de l'abscisse. Les images sont toujours fonction des antécédents. Ça veut donc dire quelle fonction on va utiliser? Celle-ci, la première, Q en fonction de P ou P en fonction de Q? Nous allons devoir utiliser P en fonction de Q, l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Voilà, là c'était un petit rappel. Alors je vais le faire, donc je vais effacer ça. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de plus de temps pour recopier. Pratique avec une vidéo. Donc je vais le faire ici, bon je ne vais pas le faire trop grand, hein, de toute façon. Mais c'est parce que on va le garder sous les yeux, en fait. Pour tout le reste de l'exercice, on va le garder sous les yeux. Alors, je vais faire hop, en noir. Donc, voilà, c'est suffisant. Hein. Donc, P, Q. Alors, nous sommes d'accord. Alors, regardons un petit peu, on va dire, la construction hein, de cette fonction, hein, puisqu'on peut l'appeler une fonction. Hein. L'ordonnée en fonction de l'abscisse, c'est bien une fonction. On a ici une constante qui multiplie la variable Q plus quelque chose. Normalement, ça vous fait penser à quoi? Et oui, nous avons une fonction affine. Nous avons une fonction affine.
du style y égale ax plus b. Donc la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite. Ok? Donc on va obtenir une droite. Et ce qui est bien pour construire une droite, c'est que nous n'avons besoin que de 2 points. D'accord. Hein? Eh bien, je pense que le plus facile, c'est de prendre le cas où Q est égal à 0 et le cas où le prix est égal à 0. On aura en fait les deux valeurs extrêmes. Donc regardez, c'est très simple. Si Q vaut 0, que vaut le prix? Le prix vaut 20 tiers. 20 tiers, on n'est pas loin des 7. Donc je vais mettre quelque chose ici. Enfin, je vais mettre 7. 20 tiers. Voilà. Et si P vaut 0, que vaut Q? Eh bien, vous résolvez la petite équation et vous allez trouver 20. Donc, voilà. Bon, vous, normalement, si vous avez du papier à carreaux, c'est beaucoup plus précis que moi. Hein. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ne vous étonnez pas que vous avez une droite qui est plutôt horizontale. C'est tout à fait normal, on va l'expliquer au cours de l'exercice. C'est justement le but de cet exercice, puisqu'on va parler d'élasticité. Bon, le prix, donc je vais remettre ici la fonction tout en haut, si on en a besoin. Donc moins 1 tiers de Q plus 1 tiers. Bien. Mettez sur pause. Ça, je n'en ai plus besoin. Et le vert non plus. Voilà. Alors, donc maintenant, vous savez que... Alors, on sera peut-être amené à réutiliser ça, Q en fonction de P, mais vous vous concentrez sur celle-ci, hein, P en fonction de Q. On vous demande quelle est la valeur de la pente de la droite. La valeur de la pente de la droite. Alors, je rappelle que la fonction est une fonction affine, du type ax plus b. A, c'est le coefficient directeur de la droite. Que vaut petit a? Ici, eh bien petit a vaut moins 1 tiers. Et B, c'est ce que nous appelons l'ordonnée à l'origine. Donc petit b vaut 20 tiers. Ouais. Sauf que le coefficient directeur, c'est bien plus qu'une constante. Hein. C'est bien plus qu'un réel. En réalité, le coefficient directeur d'une droite nous donne justement le degré de pente de la droite. Nous donne le degré de pente. Ne vous étonnez donc pas que vous ayez une pente qui est plutôt horizontale. C'est-à-dire une pente qui est quasiment inexistante. Hein, parce que là, la pente, elle est vachement plate. Hein, on a des pentes quand même qui sont... Voilà. Mais ça s'explique par le simple fait que petit a est très faible. Enfin attention, quand on dit faible en mathématiques, ne pensez pas que c'est un nombre qui est très négatif. Faible, petit, c'est quelque chose qui est proche de 0. Moins 1 tiers, ça fait 0, moins 0,33333 à l'infini. Donc c'est très proche de 0. Donc c'est pour ça que vous avez une pente qui est horizontale. Oui. Et donc la valeur de la pente. Alors c'est mieux de la donner en valeur absolue. C'est-à-dire on donne toujours la valeur absolue de la pente. Parce que, bon oui, une pente peut être négative, mais bah, c'est pas très joli à dire, c'est tout. Donc on dira que la pente, elle vaut 1 tiers. Okay, mais j'ai bien indiqué les valeurs absolues. Si vous mettez moins 1 tiers, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, j'espère. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi la pente? Oui, c'est bien beau de dire que ça vaut 1 tiers, mais ça veut dire quoi? Eh bien, regardez la question juste en dessous, la question suivante. On vous dit, si la quantité augmente de 1 unité, de combien variera le prix? Eh bien, ça, c'est la pente qui vous le dit, les amis. Autrement dit, attention à l'interprétation. Hein. Moi, je les note comme ça, hein, pour simplifier. Si la quantité augmente de 1, le prix diminuera de 1 tiers. Voilà. C'est ça le sens d'une pente.
c'est la variation de l'abscisse, enfin c'est plutôt la variation, donc je vais dire de deux manières différentes. C'est la variation de l'ordonnée par rapport à la variation de l'abscisse, oui. Mais c'est aussi la variation, l'impact d'une variation de l'abscisse sur les ordonnées. En gros, c'est ça. Voilà. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais ça, c'est ce qu'on appelle une dérivée. Dérivons la fonction. C'est-à-dire, déterminons la dérivée du prix par rapport aux quantités. Bah, vous retrouvez moins un tiers. Donc, le degré de pente n'est rien d'autre que la dérivée. Vous comprenez? Vous voyez, j'ai dérivé P par rapport à Q, j'obtiens moins un tiers. J'obtiens bien la pente. Donc, c'est aussi le coefficient directeur. Ça, tout ce que je vous dis, ce sont des propriétés des fonctions affines. J'insiste. Les variations, ici, attention, hein, les variations, ce sont des variations absolues. C'est quoi des variations absolues? C'est des variations de kilos, des variations d'euros, des variations de centimètres, de mètres. Vous voyez, ce n'est pas des quantités relatives, ce n'est pas des pourcentages. Okay? Parce que si vous dites, si Q augmente de 1%, le prix diminue de 1/3%, c'est faux. Ce n'est pas ça le sens d'une pente et ici d'une dérivée. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous travaillons, désolé pour le téléphone qui sonne si vous l'entendez, c'est pour ça que nous travaillons sur des variations absolues. Bien, bon, je pense que c'est déjà pas mal, là, en termes ce sont des petites questions, mais on a pas mal de choses à dire. Et donc, j'ai répondu déjà à la question suivante. Hein. Que si vous regardez la question suivante, ils vous disent modéliser mathématiquement la pente en fonction de Q et P. Bah, c'est ça en fait. Hein. Okay. La pente en fonction de Q et P, c'est ça. C'est la formule qui est là. C'est la dérivée. Autre notation, on peut aussi écrire comme ça. C'est même, c'est plus logique dans l'interprétation de l'écrire comme ça. Parce que les dérivées, ce sont des variations qui sont infinitésimales. C'est-à-dire qu'elles sont tellement proches de zéro qu'elles sont imperceptibles. Là, ça sera plutôt une variation d'une unité. Donc, au niveau de l'interprétation, c'est plus logique. Vous voyez, là c'est logique. Si la quantité augmente de 1 tonne, le prix diminue de 1/3 d'euro par kilogramme. Bon, certains diront que ça n'a pas de sens, mais si, quand même, on peut l'interpréter. Bien, alors mettez sur pause, hein, parce que j'ai dit pas mal de choses. Donc je vais tout effacer hein, pour pouvoir passer à la question suivante. Oh là. Alors, question 5. Rappelez la formule de l'élasticité prix de la demande. Comment l'interpréter? Élasticité prix de la demande. Il faudrait que j'apprenne à écrire un peu droit. Alors, on a un synonyme. En fait, on aurait pu intercaler un autre mot, c'est le mot direct. On aurait pu dire l'élasticité prix direct de la demande. C'est la même chose. Donc, je mets juste là. On ne le dit pas dans la question, mais on aurait pu vous le demander. On aurait pu vous le demander comme ça. Alors, regardez, on va reprendre la question, les questions précédentes. On a dit quoi? On a dit que la pente, c'était la variation du prix sur la variation des quantités. Ouais. Et on avait dit qu'on pouvait aussi l'écrire dérivée de P par rapport à Q. Ça va pour ça? Mais j'avais insisté sur une chose, et je vais le répéter, c'est que dans l'interprétation, nous avions des variations absolues. Bien. La première différence, lorsqu'on traite de l'élasticité,
c'est que nous allons nous intéresser, dorénavant, à des variations relatives. C'est pour ça que j'utilise la même couleur verte. Hein. Okay. Bon, je peux mettre une flèche. Hein. Donc, l'élasticité, sa conception, elle se fait en termes de variations relatives. Et notamment en pourcentage. Vous allez voir, tout ça, ça va être, vous allez comprendre tout ça au fil de la question. Bon, pour certains, c'est évident hein, de passer la question, hein, si vous voulez, si c'est facile pour vous. Donc, on traite de variations relatives, c'est-à-dire des variations en pourcentage. Il y a une chose qui est intéressante en économie, en microéconomie, c'est que oui, on peut se demander si la quantité varie de X unités, de combien variera le prix en unités. Okay, donc ça, c'est le cas de variation absolue. Donc, on se demande, si Q varie, quel sera l'impact sur la variation du prix. Vous avez bien compris l'ordre. Hein? La quantité varie et on se demande quel est l'impact sur le prix. En grandeur absolue, en unité. Mais il y a quelque chose qui serait bien plus intéressant aussi. C'est qu'on pourrait se demander, mais si le prix varie, maintenant, vous voyez, c'est le prix qui va d'abord varier. Si le prix varie d'un certain pourcentage, par exemple, le prix augmente de 1%, de 2%, c'est intéressant ça économiquement de travailler avec des pourcentages. Ça décrit une autre réalité que les grandeurs absolues. Eh bien, si on se demande, lorsque le prix varie de X pourcentage, quel est l'impact sur les quantités en pourcentage, donc en Y pourcentage, eh bien, vous avez la définition de ce qu'on appelle l'élasticité prix de la demande. Okay, donc, vous avez la définition de l'élasticité prix direct de la demande. Si le prix, donc on va prendre un exemple. Donc, si le prix augmente de 2%, de combien variera la quantité demandée en pourcentage. Regarde. Regardez bien. Donc l'élasticité, alors on l'écrit comme ça, c'est son symbole. Oui. Donc l'élasticité, ça va être, comme la pente en valeur absolue, ça va être une division, un quotient. Qu'est-ce qui varie en premier? C'est le prix. Ici, c'était quoi? C'était les quantités. Et on avait mis les quantités au dénominateur. Donc, étant donné que là, ce sont les prix, on mettra les prix au dénominateur. Ouais. Et donc, on mettra la variation de la quantité, c'est-à-dire la variation du résultat final, au numérateur. Vous allez me dire, bah, on retrouve la même formule là, de la pente, mais c'est juste l'inverse de la pente, en fait. Parce que delta Q sur delta P, c'est l'inverse de delta P sur delta Q. Et oui, mais regardez, étant donné que nous travaillons sur des pourcentages, je vais devoir rapporter ces variations à la valeur, à la base de la quantité et à la base du prix. Ok? C'est comme ça qu'on traite une variation relative. C'est une variation absolue, mais nous devons rapporter ces variations sur la base, c'est-à-dire sur la quantité et là sur le prix. Bon, comment l'interpréter, je viens de le dire. Ça va pour ça? Vous avez bien compris hein, la différence Alors, je vais garder ça, je vais garder ça. Je vais juste effacer, mettez sur pause. Je vais effacer là. Hop, ça. Ça sera largement suffisant pour la question suivante. Alors, question suivante. Mettez en évidence le lien entre l'élasticité et la pente de la droite.
interpréter. Donc, il faut que je mette en évidence mathématiquement le lien qu'il y a entre ça et la pente. Bah, déjà, je ne sais pas si vous remarquez, mais on le voit un petit peu qu'il y a un lien. Pourquoi? Bah, là, on a du delta P, delta Q. Bah, là, j'en ai aussi du delta P et du delta Q. Donc, on sent qu'il y a quelque chose. Hein, vous voyez? Bon, là, il va falloir faire du développement mathématique pour y arriver. Alors, regardez. Vous êtes d'accord avec moi que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, j'aurai delta Q sur Q multiplié par P sur delta P. Ouais. Comme on a des produits, on peut tout interchanger. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut changer la place des numérateurs et la place des dénominateurs. Ça ne changera pas le résultat. Donc, je vais regrouper les deltas. Donc, j'aurai delta Q sur delta P. Et je vais regrouper les autres, c'est-à-dire P sur Q. Mais delta P sur delta Q et delta Q sur delta P, ce sont des inverses. Autrement dit, pour passer de delta P à delta Q, il faut que je fasse, regardez, 1 sur delta P sur delta Q. C'est l'inverse. Parce que, regardez bien, hein, suivez-moi avant de recopier. Hein. Donc, 1 sur delta P sur delta Q, divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, on aura 1 multiplié par delta Q sur delta P. Et donc, on va bien retrouver delta Q sur delta P. Oui. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que lorsqu'on dit que quelque chose est l'inverse, mathématiquement, ça veut dire que c'est 1 sur. Donc, je peux dire que delta Q sur delta P, bah, c'est l'inverse de delta P sur delta Q. Okay. Mais delta P sur delta Q, on a dit que c'était la pente. Donc, du coup, l'élasticité est égale à 1 divisé par la pente multiplié par P sur Q. Vous pouvez mettre un D hein, pour epsilon D, pour indiquer que c'est bien la demande. Donc on a un rapport direct entre la pente d'une droite et l'élasticité de cette droite, pour dire comme ça. Ou en tout cas l'élasticité de la demande. C'est vrai que je n'ai pas dit depuis le début, mais on parle bien de la demande. Bien, alors je vais juste effacer ça. Hop. Ça veut dire quoi? Faites monter la valeur de la pente. Imaginez-vous, hein, on commence, je ne sais pas moi, à 1. Allez, imaginons que nous ayons une pente de 1. Après, on la fait monter à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7. Qu'est-ce qui va se passer sur, ici, le produit 1 divisé par la pente? Il sera de plus en plus proche de 0. Et donc, l'élasticité elle-même, étant donné que ces deux valeurs-là sont fixes, l'élasticité, elle, sera aussi de plus en plus proche de 0. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'une pente qui est forte implique une élasticité qui est faible. Et une pente qui est faible implique une élasticité qui est forte. On va en calculer après des élasticités hein, pour pouvoir travailler l'interprétation, la lecture. Mais vous avez compris maintenant ce que c'est que l'élasticité. Hein. C'est le rapport de la variation du prix sur la variation des quantités, mais en pourcentage. Je vais prendre un exemple d'ailleurs si vous voulez après tout de suite. Mais juste, je termine cette histoire de pente. Ici, rappelez-moi, on est d'accord que la pente est égale à 1 tiers. Ouais. On est d'accord. Hein. Donc, on peut dire que c'est une pente qui est faible. Donc, ça veut dire que l'élasticité de la demande
est forte, ou élevée, hein, peu importe. Mais vous savez quoi? Eh bien, ça se voit graphiquement. Dès le début, pardon, on aurait pu le dire. Vous savez pourquoi? Parce que plus une droite est horizontale, et plus son élasticité est forte. C'est comme ça. Enfin, ça s'explique aussi par rapport à ce que quand je dis c'est comme ça, c'est, vous comprenez, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début, c'est le fait que comme la pente est faible, bah, si la pente est faible, ça implique que la droite est plutôt horizontale, et donc ça implique une forte élasticité. Mais de toute façon, on va en calculer dans la question suivante, donc vous allez le remarquer par vous-même. Bah, je peux pas le dire. Ouais. Bon, je vais pas le dire parce que. En fait, ce qui est intéressant, là, c'est vraiment un exercice. C'est l'exercice le plus simple. C'est la théorisation, la modélisation la plus simple là, que je suis en train de vous donner. Mais ça, c'est vachement intéressant lorsqu'on a des courbes. Parce que lorsqu'on a des courbes, on peut prendre des points avec des pentes très particulières et donc analyser l'évolution de l'élasticité le long de la courbe. Enfin bref, je me comprends, mais de toute façon, vous allez étudier tout ça. Alors ça veut dire quoi justement? Allons-y, on va prendre un. Ça veut dire quoi une élasticité qui est faible? Bah, une élasticité qui est faible, c'est que lorsque le prix va varier de X%, eh bien la quantité va varier aussi de Y%, oui, mais Y, on pourra considérer qu'il est plus petit que X. Je sais pas moi, le prix augmente de 1% et les quantités diminuent de 0,5%. Bon, je vais effacer parce que là ça devient le bordel. Donc exemple, le prix augmente de 1% et la quantité diminue de 0,5%. 0,5 c'est bien plus petit que 1. Ok? Donc retenez ça. En microéconomie, nous considérons qu'une élasticité est faible lorsque la variation des quantités sera plus petite que la variation du prix, en pourcentage, bien sûr. Bon, je ne vous fais pas l'élasticité forte. Y supérieur à X. Alors, sachez-le qu'une élasticité, ça je veux dire, au niveau de la lecture d'une élasticité, au niveau de son interprétation, c'est pas anodin que j'ai pris l'exemple, le prix augmente de 1%, parce que l'élasticité, il faut toujours la lire avec justement un pourcentage unitaire. Voilà. Interpréter toujours une élasticité, c'est pas faux hein, de dire le prix augmente de 2%, etc. Mais ça va avoir, de toute façon, on va le voir à la question suivante. Je vais vous prendre justement l'exemple, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est parce que, en fait, la valeur, c'est pas faux de dire, par exemple, le prix augmente de 2%, donc les quantités diminuent de 4%. C'est juste que la valeur de l'élasticité, c'est une valeur unitaire, c'est-à-dire pour un prix qui augmente seulement de 1%. Mais vous allez comprendre. Voilà. Bon, enfin, là, je le dis, gardez ça sous les yeux pour la question d'après. Bon, là, j'ai tout dit hein, sur les élasticités, en tout cas l'élasticité de la demande. Voilà, tout ce qu'il faut savoir. Ok, donc vous avez bien compris, élasticité faible. Ah oui, on peut donner un dernier cas, c'est me dire, bah oui, mais quand Y est égal à X, eh bien, si Y est égal à X, nous parlerons d'élasticité unitaire. Alors voilà, je vais donner une petite. On parlera d'élasticité unitaire. En gros, Y et X sont égaux à 1%. C'est pour ça qu'on dit unitaire. 1. Bien. Bien. C'est bon. Pause hein, s'il faut.
Donc vous avez compris graphiquement, hein, plus c'est horizontal et plus l'élasticité est élevée. Alors, on va renoter la formule donc, de l'élasticité. Donc l'élasticité, on avait dit que c'était 1 divisé donc, par la pente, multiplié par P sur Q. On peut remplacer la pente, on sait que c'est moins 1 tiers, donc on aura 1 sur moins 1 tiers, multiplié par P sur Q, et donc on aura moins 3 multiplié par P sur Q. Alors on vous demande de calculer l'élasticité si le prix est égal à 2. Alors, le problème, c'est que si le prix est égal à 2, il me manque, ben oui, il me manque la quantité. Mais c'est pas grave. Parce que je sais que la quantité, c'est moins 3P plus 1. Donc si P égale 2, Q, ce sera moins 3 fois 2, plus 20, soit 14. Ouais. Donc là, je remplace pour calculer l'élasticité. Moins 3 multiplié par 2 sur 14. Vous allez obtenir moins 3 septièmes. Bon, laissez en fraction, hein, ne commencez pas à arrondir. On a une élasticité qui est négative. Est-ce que c'est normal? Oui. L'élasticité de la demande est forcément, logiquement, négative. Pourquoi? Parce qu'on a une relation inverse entre la variation du prix et la variation des quantités. Lorsque le prix augmente, ou on peut faire aussi inversement. Vous voyez bien que lorsque le prix diminue, les quantités augmentent. Ça, c'est bon. Donc, on a bien une relation inverse entre le prix et la quantité. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir quelque chose de négatif. Interprétation, eh bien, on dira, regardez bien, si le prix augmente de 1%, les quantités diminueront de 3 septièmes pour cent. Voilà. Vous avez vu pourquoi on doit prendre une base de 1% pour le prix? Parce que la valeur que vous avez là, le moins 3 septièmes, ne vaut que si le prix augmente de 1%. C'est pour ça qu'une élasticité, on la lit toujours avec une variation unitaire du prix. Parce que la valeur est donnée pour une variation unitaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez avoir 2%, imaginons que je transforme la phrase, l'interprétation, en écrivant ça. Si le prix augmente de 2%, les quantités... Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué... Excusez-moi, j'ai mis un delta alors que c'est un Q. Voilà, les quantités diminueront. Eh bien, vous allez devoir multiplier le résultat par 2. Tout simplement. C'est proportionnel. Si pour 1%, les quantités diminueront de 3 septièmes pour cent, eh bien, si le prix augmente de 2%, les quantités diminueront de 3 septièmes fois 2, ça fait 6 septièmes pour cent. Si le prix augmente de 10%, les quantités diminueront de 30 septièmes pour cent. Etc., etc. Mais faites attention, la valeur d'élasticité est donnée toujours pour un prix qui varie de 1%. Alors, je le dis, ce qui est vrai à la hausse est vrai à la baisse. C'est-à-dire, on peut aussi interpréter en disant, si le prix diminue de 1%, les quantités augmentent de 3 septièmes pour cent. La lecture positive vaut pour la lecture négative, on va dire ça comme ça. Ça marche dans les deux sens. Donc retenez bien que l'élasticité est toujours négative par simple question de logique. L'élasticité de l'offre, elle est positive. Alors, dans de très rares cas, retenez-le, bon, allez, je dis tout, je ne suis pas censé dire tout ça parce que c'est pas le but de la vidéo, mais pour que ça me vienne à la tête, à l'esprit, dites-vous, ça existe, des élasticités de la demande positive. C'est-à-dire que lorsque le prix augmente, on va consommer plus. Mais souvent, c'est réservé à ce qu'on appelle des biens de luxe.
Okay, par exemple, imaginez-vous, par exemple, des bouteilles de champagne qui coûtent, je sais pas moi, des 10 000 euros. En général, pour une certaine caste sociale, pour un certain groupe social, le fait que le prix augmente, ça les incite à consommer plus de ces produits-là, pour les millionnaires ou les milliardaires. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et en économie, ces prix portent un nom, on appelle ça, je note ici, des biens de Veblen. Les biens de Veblen. Donc les biens de Veblen, ce sont les seuls biens pour lesquels on a le prix et la quantité varient dans le même sens. Si le prix augmente, la quantité demandée augmente aussi. Mais en microéconomie, on ne s'intéresse pas assez bien. On s'en fout qu'une bouteille de champagne coûte 10 000 euros. Donc pour s'exercer, on va refaire la même chose, mais pour un prix qui vaut 6. Je vais le noter peut-être ici. Donc je le marque ici. Donc pour un prix qui vaut 2, on a une élasticité de moins 3 septièmes. Vous allez voir pourquoi. Bien, mettez sur pause. Alors, si P vaut 6, eh bien avant de déterminer l'élasticité, il me faut la quantité. Donc Q égale à moins 3 fois 6 plus 20, ce qui fait 2. Et donc l'élasticité de la demande sera de moins 3 multiplié par 6 sur 2, soit moins 9. Moins 9? Eh oui, moins 9. Vous avez bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le note ici. Eh bien, si le prix augmente de 1%, les quantités demandées diminuent de 9%. Ce qui est une élasticité extraordinairement grande, hein. En microéconomie, on considère qu'à partir là, à l'approche de 10, ça commence à être un petit peu astronomique, hein, comme élasticité. Et inversement, si le prix diminue de 1%, les quantités demandées augmentent de 9%. Vous allez me dire, attendez. On peut avoir pour des prix différents et des quantités différentes, des élasticités différentes, alors que nous avons une droite et que nous avons dit que la pente est toujours la même. C'est bizarre de dire que, regardez ce qui se passe ici, c'est que si P vaut 2, les quantités, c'était combien? Les quantités étaient de 14. Donc on va dire ici 2, et là on va mettre 14. Ok? Donc en ce point-là, donc là ça c'était le premier qu'on a fait juste avant, et celui-ci, donc le prix vaut 6, et la quantité donc vaut 2, 20 septièmes ça fait après 7, ouais, on va mettre ici. Ouais, non, un petit peu au-dessus, ouais, on va dire que c'est ici après. Ok? Donc là la quantité vaut 2. Donc on a 2 points en gros, hein, le noir là et le vert. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour ces 2 points, la valeur de l'élasticité n'est pas la même. Là-bas, donc pour le point vert, ça vaut moins 3 septièmes, pour le point noir, l'élasticité vaut moins 9. Eh bien oui, les amis, ce n'est pas parce que la pente est toujours la même que les élasticités sont toujours les mêmes le long de la droite. Okay? Donc retenez que le long d'une pente, hein, d'une pente de droite, même on va rajouter, le long d'une pente de droite, les élasticités peuvent être différentes. Ouais. Attention, hein. Parce que je sais bien que... Qu'est-ce qu'on a dit dans la question 2, ou la question 3, pardon? On a dit que lorsque les quantités augmentaient de 1 unité, le prix diminuait de 1/3 d'unité. Et ça, c'est vrai pour toute la droite. Mais ça ne marche pas pour les élasticités. Parce que vous oubliez que même si l'élasticité dépend de la pente, elle dépend aussi d'autre chose. Elle dépend de ça.
Elle dépend de P sur Q. C'est-à-dire qu'elle dépend de la valeur de P et de la valeur des quantités. Donc si le prix n'est pas le même et que les quantités ne sont pas les mêmes, la valeur de l'élasticité ne sera pas la même. Ça c'est fixe, ça c'est la pente. C'est la pente inversée. Mais ça peut varier. Donc l'élasticité peut varier. Oui. Voilà, donc ce qu'on aurait pu qualifier de paradoxe est en fait une simple logique mathématique. Alors mettez sur pause pour recopier ça. Alors je vais juste faire ça parce qu'en fait. Ok. Et je vais noter donc ici, donc si P égale 6, l'élasticité de la demande vaut moins 9. Comment on peut encore interpréter ça de manière différente? Ben, regardez, qu'est-ce qu'on constate? Lorsque le prix est faible, l'élasticité est faible. Donc un prix faible implique une élasticité faible. Et un prix élevé implique une élasticité qui est elle-même élevée. Est-ce que ça vous surprend que les quantités demandées varieront beaucoup plus ici lorsque le prix est élevé? Ben oui. Lorsque le prix est faible, écoutez à l'oral, lorsque le prix est faible, les consommateurs peuvent accepter plus facilement des hausses de prix. Imaginez-vous que votre paquet de cacahuètes il est à 40 centimes et que l'entreprise décide de l'augmenter de 1%. Ben, c'est pas pour ça que vous allez arrêter de consommer des cacahuètes. Oui. Mais lorsque le prix est élevé, votre paquet de cacahuètes il est déjà à 50 €. Ben, je pense que si on l'augmente encore un peu, c'est terminé. Les consommateurs fuient et partent vers des marchés substituables comme les chips, les noix de cajou, les pistaches. Je peux vous faire la liste hein, si vous voulez. Ok? Donc c'est tout à fait logique. Un prix élevé implique une petite variation et tout le monde fuit. Tout le monde part du marché. Alors que lorsque le prix est faible, on accepte plus facilement les variations de prix. Vous voyez, tout est cohérent en microéconomie. C'est intéressant. Hein? Il y a des économistes hein, qui passent leur temps à déterminer les élasticités de différents biens qu'on achète tous les jours hein, pour pouvoir connaître, pour pouvoir anticiper si jamais il y a des variations de prix, etc. Ça marche bien dans le cas par exemple, des promotions. C'est intéressant de connaître la valeur des élasticités pour pouvoir cibler les produits qui ont par exemple une élasticité la plus forte, comme ça vous baissez un peu le prix, et comme l'élasticité est forte, les quantités demandées vont augmenter beaucoup. Exemple par exemple de la lessive. Ça va? Bon. Alors on va te poser une dernière question, mais ça je vous laisse la faire, puisqu'on vous demande de tout refaire, mais avec une autre fonction de demande. C'est-à-dire ici, P de D est égal à moins 2Q plus 20, au lieu de moins 1 tiers Q plus 1 tiers. N'hésitez pas, hein, vous avez sur mon profil YouTube, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas si vous voulez le faire, à prendre des photos et à m'envoyer les photos pour que je vous dise si c'est bon. Hein. Mais je pense que si vous avez compris ça, vous pouvez le faire pour n'importe quelle fonction de demande, en tout cas n'importe quelle fonction de demande linéaire. Bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne pour la soutenir et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.